ici, comme ça. Bonjour, alors je suis ce qui vous sépare de la pause. Je vais essayer d'être à la fois bref et passionnant. Je suis un petit peu... alors attendez, c'est là. Voilà. Donc je fais partie d'un laboratoire qui est un laboratoire, une UMR entre le CEA, l'Université Grenoble-Alpes et le CNRS. Au CEA, pour ceux qui connaissent, c'est l'IRIC, c'est le nouveau département qui rassemble toute la chimie fondamentale, de la biologie à la physique et aux sciences des basses températures. Et donc, moi, je vais vous parler d'hydrogène solaire. Dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, et je vais vous montrer pourquoi je pense que c'est quelque chose qui peut avoir un futur. Avant tout, je tiens à remercier toutes les personnes dans l'équipe qui ont contribué de près ou de loin aux travaux que je vais vous présenter. Et puis notamment, je vais parler de travaux qui sont faits en collaboration avec Toyota Motor Europe et puis rapidement à la fin avec le Crygène d'Engie. C'est ça. Donc on est tous d'accord dans cette salle que l'hydrogène va jouer un rôle important dans la transition énergétique. Je n'ai pas besoin de faire cet avocat-là. Si on regarde les différents scénarios, tout le monde converge un petit peu pour dire que l'hydrogène peut être entre 10 et 20% de la totalité de la solution énergétique aux années 2050. Ça dépend comment... 10 et 20, ça dépend comment on est sobre. Et donc, en gros, ça va faire, on va devoir multiplier par 10 la quantité d'hydrogène produite. Alors, dès que vous commencez à dire ça, on vous dit « Ah, mais mon bon monsieur, il n'y aura jamais assez d'électricité pour produire cet hydrogène si on veut le produire de manière verte. » Et puis, même si vous arrivez à convaincre les gens qu'il y aura assez d'hydrogène, ils vous disent « Ouais, mais le réseau ne va jamais être capable de faire tout ça. » Et donc, ça, c'est vraiment un problème, puisque, effectivement, on veut produire beaucoup plus d'hydrogène pour remplacer les carburants carbonés, enfin les carburants fossiles, et en même temps, on espère qu'on va pouvoir développer des sources d'énergie renouvelables qui, elles non plus, ne sont pas pilotables. Et c'est là qu'on commence à parler d'une nouvelle couleur de l'hydrogène doré, parce qu'il serait produit à partir de soleil. Donc, ce n'est pas de l'hydrogène vert, mais c'est encore mieux, c'est de l'hydrogène doré. L'avantage, c'est s'il est produit directement à partir du solaire sans solliciter le réseau électrique, il permet d'être réinjecté dans les réseaux dont on vient parler ou d'être utilisé en local. Mais en termes d'investissement sur la totalité du réseau, ça peut être très, très pertinent. Et c'est quelque chose qui a été théorisé il n'y a pas si longtemps que ça dans l'article que je vous mets ici. Alors, en fait, ça existe déjà. J'essaie de revenir en arrière. Je pense que je suis allé un peu trop... Voilà. D'ailleurs, un problème de communication. C'est où qu'il faut? Voilà, c'est là. Ça existe déjà. Il y a des fermes d'hydrogène solaire qui se développent, notamment, vous connaissez peut-être Ideal, qui est développé dans le nord de l'Espagne, où là, il y a des panneaux photovoltaïques, une ferme de panneaux photovoltaïques captifs, donc qui ne va pas utiliser le réseau électrique, qui est couplé à des électrolyseurs alcalins. Donc forcément, il y a un problème de gestion de l'intermittence, mais ça marche. Et donc, ils planifient d'installer une dizaine de gigawatts d'énergie solaire, de photovoltaïque, couplée à 8 gigawatts d'électrolyseurs d'ici 2030. Alors, bien sûr, là, il y a des coûts d'investissement et des maintenances qui sont très élevés et qui restreignent cette solution à des vallées de l'hydrogène. Et en plus, il faut vérifier quand même que les coûts de transport d'hydrogène, alors je ne suis pas du tout un spécialiste là-dedans, mais j'ai lu récemment que chez nos collègues néerlandais, finalement, le coût du transport, il avait été vraiment réévalué. Il était initialement évalué à 50 centimes du kilogramme d'hydrogène et il est plutôt de l'ordre de 5 euros. Ce qui change quand même le coût. Bon, même si vous l'avez beaucoup moins cher, votre hydrogène, parce qu'il est gris, ça change quand même la donne. Alors maintenant, si on veut faire d'autres choses et qu'on veut passer à plus petite échelle, en fait, il y a un choix de technologies plus ou moins matures qui vont du couplage de cellules photovoltaïques avec des électrolyseurs qui sont déjà à des TRL entre 4 et 6, et je vais vous en montrer quelques-uns, et puis des cellules photoélectrochimiques tandem avec des matériaux comme des oxydes métalliques ou même des systèmes photocatalytiques ou photobiosynthétiques qui sont développés, y compris dans mon laboratoire. Alors,
Bien sûr, pour tous ces systèmes, il faut à la fois atteindre des objectifs en termes d'efficacité, de robustesse et de durabilité. En termes de robustesse, on vise une dizaine d'années minimum de fonctionnement en conditions ambiantes et intermittentes. En termes d'efficacité, il faut entre 5 et 10% minimum de rendement de transformation de l'énergie solaire en énergie chimique sous forme d'hydrogène. Il faut bien voir que ce rendement, il conditionne l'empreinte au sol de notre dispositif, donc quelque part un coût de fonctionnement. Et puis, en termes de durabilité, il faut limiter au maximum le retour aux métaux critiques pour un développement en grande échelle. Et ça nécessite le développement de nouveaux matériaux, mais également le développement de prototypes qu'on puisse porter à l'échelle. Alors, il y a déjà des startups qui existent, depuis quelques années. Il y a cette start-up en Suisse qui est issue des travaux de Sophia Hausner à l'EPFL, où là, il y a du solaire, il y a du photovoltaïque à concentration qui est couplé à un électrolyseur PEM et qui a des bons rendements de conversion d'énergie solaire en hydrogène. Il y a cette start-up ici qui, je crois, est au Portugal, qui couple également des cellules solaires 3,5 sous concentration avec des électrolyseurs PEM. Et puis, il y a Solid qui est à KU-Leuven qui couple également des panneaux solaires avec des électrolyseurs. Donc, on voit que ça commence en tout cas à germer en Europe essentiellement. Alors au CEA, nous, on a développé un peu un processus similaire qui couple des cellules solaires tandem silicium perovskite qui sont issues des travaux de l'INES, du CEA Liten à l'INES, qui sont des cellules de haute efficacité qui ont 9 cm² de surface active. Et donc, on a couplé ces cellules solaires à un électrolyseur PEM. On voit qu'on a facilement un point de fonctionnement qui nous indiquait au départ des rendements de l'ordre de 10%. Et de fait, en arrivant à intégrer correctement la cellule photovoltaïque avec l'électrolyseur via en fait, une plaque de flux cathodique qui est en acier et dans lequel on a, par impression 3D, inséré un échangeur de chaleur, en fait, on arrive vraiment à multiplier par 2 les performances du dispositif. Donc, on voit que ce n'est pas juste le couplage, même si, quand on le dessine comme ça, c'est immédiat. En fait, il y a besoin quand même un peu d'intégration pour arriver à faire ça. Donc ça a été le travail de thèse d'Angelica Maragno, qui maintenant travaille dans une boîte d'électrolyse à Florence. Et on ne s'est pas arrêté là. On a continué en couplant 9 de ces cellules dans un module qui est ici et qui est assemblé. On a essayé de faire un assemblage le plus écologique possible. Là, vous voyez, là, la plaque de flux anodique est en plastique imprimé et on a juste une fine couche d'or pour venir prendre le contact. Et donc, avec ces modules, quand on couple 5 de ces modules, on arrive à un rendement de conversion de 7% sur 72 heures de test en continu, en extérieur. Et en fait, ce test, il a été fait à ISPRA dans le cadre du concours Horizon Prize sur la photosynthèse artificielle, où on ne s'est pas contenté de faire de l'hydrogène, mais on a également couplé cette production d'hydrogène à un réacteur de biométhanation. Donc là, c'est des archées qui poussent en conditions anaérobies et qui utilisent cet hydrogène solaire pour convertir du CO2 en méthane. Et on a au total un rendement de 5,5% de l'énergie solaire en méthane au cours de ces 3 jours, donc en conditions réelles, en extérieur et sans opération humaine. Donc pour nous, c'est quand même quelque chose qui était passant de là où on venait en labo pour obtenir ce démonstrateur. Pour nous, et quand je dis nous, c'est un consortium de plusieurs équipes au CEA, 5 ou 6 équipes au CEA, venant de plusieurs directions opérationnelles différentes. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va plus loin dans ce système-là? Je vous ai dit, le système d'avant, il y avait un électrolyseur PEM, donc il y a de l'uplatine, il y a de l'oxyde d'iridium, et ça, c'est une grande partie de l'empreinte, en tout cas l'empreinte environnementale du dispositif. Et donc, depuis de nombreuses années, dans mon laboratoire, on s'intéresse aux sites actifs d'enzymes, les hydrogénases, mais également les nitrogénases, qui sont des enzymes dont les sites actifs sont capables de produire de l'hydrogène dans certaines conditions. Et vous voyez que ce qui caractérise ces enzymes, c'est qu'en gros, les sites actifs sont des sulfures métalliques de fer, fer-nickel, fer ici et fer-nickel ici. Donc, en fait, si on s'inspire de ces structures, on peut espérer faire des catalyseurs synthétiques qui peuvent fonctionner et remplacer le platine, par exemple, dans les électrolyseurs PEM. Donc, alors là, encore une fois, j'ai été trop vite.
Donc ça, c'est une collaboration qu'on fait avec Toyota Motor Europe. On a produit différents sulfures à base de molybdène et de fer. Donc le plus efficace, c'est la première ligne. C'est synthétisé de manière complète, par un processus micro-ondes que l'on peut vraiment monter à l'échelle facilement. Et vous voyez que lorsque l'on mélange l'oxyde mixte de fer, le sulfure mixte de fer et de molybdène avec des nanotubes de carbone, on a un matériau qui est capable de réaliser la production d'hydrogène. On l'a testé, c'est pareil. On l'a testé dans un électrolyseur PEM que vous voyez ici, donc contre de l'oxyde d'iridium à l'anode. Vous voyez la comparaison avec le platine. Donc on atteint quand même des ampères par centimètre carré. Bien sûr, on n'a pas avec du platine, donc on a quelques centaines de millivolts qui sont nécessaires en plus de surtension pour réaliser la réaction au même courant. On a fait des tests en stress accéléré et on voit qu'on ne perd pas plus d'activité que le platine sur un test ici, où vous voyez, de 24 heures en continu où on fait cycler le matériau. Et donc, on continue à développer ces matériaux-là. Alors, selon deux axes. Premier axe, c'est de faire la même chose en essayant de remplacer l'oxyde d'iridium. Et puis, l'autre axe, c'est d'essayer de faire des systèmes qui fonctionnent dans des conditions un peu différentes. Là, ici, on est en électrolyse PEM, mais on peut essayer de travailler, notamment pour les processus photocatalytiques ou photoélectrocatalytiques, avec des systèmes qui sont plus sûrs, c'est-à-dire des pH moins acides, ou finalement des systèmes qui n'utilisent pas les membranes fluorées, dont vous savez que ça va également être un problème à terme. Donc, un exemple avec une collaboration avec un groupe au Vietnam. On a développé un autre catalyseur bimétallique. Là, c'est du cobalt et du tungstène. Et en fait, à partir d'une seule solution de ce précurseur qui se forme très facilement, on peut, en conditions oxydantes, générer en fait un pré-catalyseur. C'est un oxyde de tungstène et de cobalt qui va oxyder l'eau à pH 7. Et puis, en conditions réductrices, on va faire le sulfure mixte de cobalt et de tungstène qui, lui, va produire l'hydrogène. Et en fait, si vous voyez, on a environ 1,7 volts entre les deux processus. Si on met une cellule photovoltaïque triple jonction de type de sels qui sont développés pour le spatial, on les plonge dans cette solution et en fait, en quelques minutes, on va déposer les deux catalyseurs de chaque côté de la cellule et puis ensuite, elle va se mettre à produire de l'hydrogène. Donc là, on est à l'échelle de quelques centimètres carrés et on a un rendement de production qui est d'environ 2%. Alors ça, c'est dû en fait à la qualité qui n'est pas excellente de notre cellule. À 2 cm², ces matériaux-là, les productions ne sont pas optimisées. Si on était à 0,2 cm², c'est ce qui se fait au Fraunhofer par exemple, on peut monter jusqu'à 20 en rendement solaire vers hydrogène parce que le matériau photovoltaïque est parfait. Et donc, je termine, je sais si j'ai encore un peu de temps. Donc, en fait, là, ici, vous voyez que ça reste un couplage photovoltaïque avec de la catalyse. Si on veut vraiment se rapprocher de ce qui se passe au niveau des systèmes photosynthétiques, en fait, dans la chaîne photosyntétique, vous avez deux photosystèmes, photosystème 2 et photosystème 1, qui sont chacun couplés à un catalyseur, l'un qui va oxyder l'eau et l'autre qui va faire les processus réducteurs, et notamment chez certaines microalgues, être couplé à une hydrogénase qui va produire l'hydrogène. Et donc, on peut se dire que si on veut si on veut réaliser la photosynthèse artificielle, il faut arriver à coupler cette catalyse multiélectronique qu'on vient de présenter avec une conversion d'énergie lumineuse en potentiel électrochimique, mais sans passer par la création d'un courant électrique. Et c'est déjà ce qui se fait dans les cellules à colorant ou dans le photovoltaïque organique, où finalement, il n'y a pas de courant électrique qui est vraiment généré à l'intérieur du matériau. Et si on arrive à réaliser ça, on peut envisager de faire ce qu'on appelle des cellules photoélectrochimiques tandem, donc à jonction liquide, où en fait chaque électrode va être photoactive et où on n'aura pas donc de cellules photovoltaïques supplémentaires qui va permettre de réaliser la conversion d'énergie lumineuse en énergie électrique. Alors ça, on le fait dans mon équipe depuis un certain nombre d'années, soit en couplant des
des molécules organiques déposées sur de l'oxyde de nickel et en couplant ça à des catalyseurs. Donc on s'inspire des cellules de Grätzel pour faire des cellules photoélectrochimiques. On peut également coupler des bulk hétérojonctions de semi-conducteurs organiques à des catalyseurs et obtenir également des photoélectrodes, où on peut coupler des films minces, soit du 3,5, soit du silicium d'OPP, et déposer directement des catalyseurs dessus et arriver à avoir des photocathodes de production d'hydrogène. Et donc ça, c'est le meilleur exemple dans la littérature de cellules comme ça, c'est une cellule, c'est malheureusement un travail chinois, qui couple en fait une photocathode à base de ces semi-conducteurs organiques avec du platine. Et puis à l'anode, ils ont du vanadate de bismuth avec un catalyseur à base de cobalt. Et vous voyez qu'ils ont 4,3% de conversion d'énergie solaire en énergie lumineuse. Donc c'est un but que l'on essaye de développer dans le cadre d'une chaire industrielle ANR qui est cofinancée par Engie et qui est d'ailleurs soutenue par Accelera, enfin labellisée par Accelera. Et donc, qui regroupe, comme vous voyez ici, 5 laboratoires du CEA, le laboratoire PACT de l'Université Grenoble-Alpes et puis le laboratoire Crygène d'Engie. Et je vous montre juste un des résultats, c'est qu'on part d'oxyde de titane, donc c'est vraiment l'exemple classique qu'on connaît depuis les années 70, mais en fait, on va le sensibiliser avec des nanocristaux, des quantum dots qui sont synthétisés et qui ne renferment pas d'éléments critiques. Et vous voyez que cette sensibilisation permet d'augmenter significativement les propriétés d'absorption de lumière et de séparation de charge de la photoélectrode. Et donc l'objectif, c'est d'être capable, d'ici la fin de l'année prochaine, d'assembler une cellule de 10 cm par 10 cm, donc de 100 cm carrés, avec un objectif d'atteindre un rendement de conversion de l'énergie solaire de 5%. Donc voilà, si on veut développer l'énergie, cet hydrogène solaire, il faut à la fois travailler sur des nouveaux matériaux, mais également investir en génie chimique et en génie des procédés. Et puis j'en profite pour dire qu'il faut également créer des conditions d'insertion économique et socio-technique de cet hydrogène solaire. C'est une partie du travail qu'on fait dans cette chaire industrielle, notamment avec le laboratoire PACT et une thèse CIFRE qui travaille sur ce sujet, afin également de mettre en œuvre des conditions de fonctionnement sûres et de sécuriser la source d'eau. Donc, par exemple, en essayant d'aller la sourcer dans l'atmosphère, ce qui simplifie également, ou qui évite un certain nombre de problématiques écologiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, timing parfait. Est-ce qu'on a une question? Alors, c'était limpide. Ah si, non. Ça veut dire pour les nuls en ingénierie. Comment? Vous pouvez retraduire? Retraduire quoi? En gros, alors pour vraiment les nuls, qu'est-ce qui est capable aujourd'hui de convertir de l'énergie solaire en une source d'énergie que vous pouvez utiliser? C'est les organismes photosynthétiques qui sont là. Quand vous mangez quelque chose, c'est de l'énergie solaire, du CO2 et puis de l'eau qui ont été convertis en une énergie chimique qui est stockée et que vous pouvez réutiliser. Alors le plus simple, avant d'être capable de refaire du sucre ou de la biomasse, on peut faire de l'hydrogène. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est-à-dire on regarde comment fonctionnent les organismes photosynthétiques, on regarde leur machinerie qui permet de capter l'énergie solaire et également de capter le CO2, de transformer l'eau, de faire de l'hydrogène. Et on reproduit ça dans des systèmes synthétiques avec l'espoir de faire quelque chose de plus efficace et de plus contrôlé en termes de rendement de conversion d'énergie solaire.